Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui c'est lundi, youpi, nous sommes le 12 décembre, mais c'est la dernière ligne droite avant les vacances scolaires pour tous les enfants. Donc courage, vendredi soir n'est plus très loin. En attendant, on a quand même pas mal de choses à voir. On a encore 4 petits déj et demi, on va dire, on va compter celui-là pour moitié, avant de se séparer pour une petite trêve des confiseurs. Et ce matin, eh bien, nous parlons notamment de l'avenir de la pêche à la civelle. Le sujet est non pas au cœur des discussions, mais il est discuté cette semaine à Bruxelles. En jeu, la fin de saison dès le mois de janvier au lieu du mois d'avril de la pêche à la civelle. Pour les associations de défense de l'environnement, c'est évidemment une bonne chose, mais pour les pêcheurs, que ce soit du côté des Sables-d'Olonne ou de Saint-Gilles, c'est tout autre chose. C'est l'activité d'un tiers des bateaux, notamment de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est en jeu et donc en discussion actuellement à Bruxelles. Nous parlons aussi de l'entretien des haies bocagères. Dans cette matinale, les agriculteurs reprochent à certaines communes de ne pas les aider à élaguer les arbres qui se prennent dans les câbles de la fibre optique, les câbles aériens. Nous aurons toutes les explications dans quelques minutes. Et puis, dans un petit quart d'heure, à présent, je serai rejointe par Alexandre Lenaour qui nous fera son traditionnel journal des sports avec l'ensemble des résultats, ou en tout cas une bonne partie des résultats de ce week-end. Avant tout cela, nous allons regarder la météo avec un ciel qui s'est plutôt voilé ce matin. Le temps reste calme, il est même sec, mais nous avons donc un peu plus de nuages qu'hier, un vent d'est à sud-est, des minimales qui sont négatives sur le continent, -2 à -1 en moyenne. Cet après-midi, on va changer de carte et surtout on va rajouter un petit peu de nuages, comme vous pouvez le constater, car le ciel va être très encombré. Nous devrions même avoir le passage d'une perturbation pluvieuse qui va frôler nos régions par le sud en fin de journée, donc quelques gouttes qui sont possibles sur l'extrême sud Vendée. Nous allons passer au baromètre des énergies. Et oui, le baromètre EcoWatt qui nous accompagne tous les 2 jours maintenant dans la matinale, et ce pendant tout l'hiver. Alors tout va bien pour l'instant au niveau des énergies, en tout cas en ce qui concerne le volume des consommations. Nous sommes toujours dans le vert, vous le voyez, d'après les critères EcoWatt, et ce pour aujourd'hui comme pour les prochains jours. Horaire démarré à présent avec une journée qui a commencé sur une pleine mer. Elle est donc en train de descendre. Elle sera à son point le plus bas à l'heure du déjeuner. Et puis la prochaine pleine mer, vous le voyez, ce sera 19h. La carte des marchés, et après nous aurons fait le tour de nos informations pratiques de ce lundi matin. 4 rendez-vous, comme d'habitude. On va commencer par le sud-Vendée. Tiens, Benay, ensuite on va remonter le littoral, Jars-sur-Mer, les Sables-d'Olonne et Noirmoutier-en-l'Île pour les marchés du jour. Pour l'éphéméride, vous pouvez souhaiter en ce 12 décembre une bonne fête au Chantal, au Corentin ou encore au Alfred. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 17h17. On passe au journal. Et c'est donc une annonce venue de Bruxelles qui met en colère et inquiète beaucoup le monde de la pêche vendéen, notamment du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La Commission européenne envisage l'arrêt de la pêche à la civelle dès janvier 2023, soit 3 mois avant la fin de saison habituelle. Une décision louable pour certains en Vendée, mais catastrophique pour d'autres. La civelle, le bébé anguille donc, fait vivre un tiers des bateaux du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Agathe Poulet. Ce petit poisson est au cœur des discussions suite à la proposition d'une loi de la Commission européenne sur l'arrêt de la pêche à la civelle pendant 6 mois. Pour la Fédération de la pêche, cette loi pourrait permettre de favoriser la reproduction et protéger ce poisson. Sur les 8 passes à anguilles installées en Vendée, seulement 4 kilos de cette espèce ont été recensés cette année. Notre fédération nationale avait proposé déjà il y a quelque temps un moratoire, c'est-à-dire une interdiction de toute pêche de l'anguille à tout stade pendant 5 ans. Et donc cette mesure n'avait pas été retenue. Donc là, cette mesure-ci sur les civelles, bien évidemment, ne peut que nous intéresser. Et nous espérons qu'on verra d'ici quelques années une remontée des effectifs de l'anguille sur notre territoire. Et par rapport aux observations qu'on peut faire, sur nos passes à anguilles, on sait très bien que quand la pêche cesse à la bonne période, on a des remontées d'anguilles qui sont un peu plus importantes. Mais cette proposition n'enchante pas tout le monde.
Au-delà de l'enjeu environnemental, la pêche maritime est inquiète face aux risques économiques et sociaux puisque 150 bateaux de la région sont concernés et représentent 56% du quota national de civelles. La protection du milieu passe aussi peut-être par la protection aussi des gens qui vivent de ce milieu. Mais il faut savoir que ces bateaux-là ont des patrons, des matelots, il y a des familles derrière, il y a toute une économie qui gravite autour. On a des navires, aujourd'hui leur survie est assurée par la capture de la civelle. En plus, si on a une fermeture de pêcherie, il faut juste que le gouvernement français dise à la Commission européenne qu'il va falloir payer pour que cette activité, c'est-à-dire la pêche artisanale dans son ensemble, n'existe plus en France. Pour le moment, la Commission européenne n'a pas encore rendu sa décision sur ce possible arrêt. La civelle fait également l'objet de plusieurs sujets géopolitiques et de phénomènes de braconnage. Et François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est justement à Bruxelles depuis hier après-midi à l'occasion du Conseil des ministres de la pêche qui ouvrait ce dimanche. Les Pays de la Loire comptent 500 entreprises de pêche, dont 180 concernées par la civelle. C'est un nouveau mouvement social qui commence ce lundi dans les groupes scolaires de La Roche-sur-Yon. Les personnels de restauration et d'entretien entament une grève de 5 jours. Ils réclament plus de personnel et de matériel ou encore une meilleure reconnaissance de leur travail dont les conditions se dégradent. Les familles concernées par la fermeture des cantines le midi ont normalement été prévenues. La liste des établissements concernés jour par jour est disponible sur laroche-sur-yon.fr. Un mot de politique également ce matin avec Bruno Retailleau qui ne sera pas le nouveau président des Républicains. Le sénateur de la Vendée, chef des sénateurs LR, a récolté hier un peu plus de 46% des suffrages des adhérents du parti qui ont voté. Ce n'est pas suffisant. C'est Éric Ciotti qui succède à Christian Jacob. C'est l'antibiotique le plus communément utilisé, notamment chez les enfants. Et il est actuellement plutôt compliqué à trouver en pharmacie. L'amoxicilline, qu'on utilise pour soigner par exemple des otites, des angines ou encore certaines infections dentaires, aurait du mal à retrouver son niveau de production d'avant Covid. Une difficulté d'approvisionnement qui se retrouve aussi pour certaines marques de paracétamol. Les pharmaciens doivent donc actuellement trouver des solutions de remplacement. Pour l'instant, il y a des difficultés sur le 500 mg, la forme buvable enfant, mais on arrive à se débrouiller avec la forme 250 mg pour les enfants et puis la forme 1 g adulte qu'on peut couper en deux et qu'on peut disperser pour pouvoir faire du 500 mg. Donc pour l'instant, on fait face aux difficultés. On va dire que c'est des grosses difficultés d'approvisionnement. C'est pas pénurie là, pour les formes adultes, c'est pas pénurie, mais c'est des grosses difficultés d'approvisionnement. Donc on doit vraiment demander quotidiennement, tous les jours quasiment, des formes adultes pour en avoir un petit peu par nos grossistes. C'est un sujet qui peut rapidement devenir épineux entre voisins et il prend une toute autre ampleur quand ces voisins sont d'une part les communes et de l'autre les agriculteurs. La FDSEA avait convié la presse samedi matin pour une taille pas tout à fait anodine du côté de Grosbreuil, l'élagage des arbres qui se prennent dans les câbles de la fibre optique. Un déploiement aérien dont Vendée Numérique aurait confié ensuite le bon état principalement aux communes, ce qu'elles ne mettent pas tout en application d'après les agriculteurs. Sur place, Diane Delangle. Et je me trouve avec Paul Pelletier, le président de la section des bailleurs propriétaires ruraux du département. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que l'on fait ici aujourd'hui. Eh bien, on démontre que la haie qu'il faut ébrancher pour libérer les fils de la fibre est vraiment une charge pour les propriétaires et pour les fermiers, puisque la loi nous oblige à les entretenir. Et c'est une charge importante, si bien que nous ne comprenons pas pourquoi la fibre n'a pas été enterrée et qu'on n'a pas fait comme à l'EDF qui entretiennent les lignes et que la charge est pour les utilisateurs. Puisque là, ça nous revient en charge, c'est pas normal. Voilà, donc la situation en fait, c'est qu'on vous demande à vous finalement d'entretenir les arbres autour d'une ligne, alors que ça ne vous revient pas à vous normalement de faire ça. Tout à fait, et puis en plus c'est vexant pour nous, puisqu'on est quand même les premiers défenseurs de la nature, et qu'on nous demande de planter des arbres, on nous demande de maintenir des arbres pour l'équilibre carbone, et puis d'un autre côté, avec la loi, on nous oblige de couper les arbres. Et ça nous fait mal au cœur de couper des haies comme ça. La difficulté à entretenir, on a pu le voir aussi, c'est dangereux déjà. C'est très dangereux et puis même les entreprises qui font l'élagage refusent de le faire parce qu'ils ont trop de responsabilités. Parce qu'il faut savoir que si on abîme la ligne de la fibre, on a d'abord une amende de 1 600 € avant de commencer les réparations. Donc vous ajoutez le prix des réparations, on va se trouver à plusieurs milliers d'euros à chaque fois.
Donc l'action que vous menez aujourd'hui, elle se fait simultanément à différents points de la région, c'est ça? Oui, au niveau de la région, il y en a eu en Sarthe, il y en a eu en Mayenne. Et aujourd'hui, c'est en Vendée. C'est pour bien démontrer que la législation n'a pas été prévue comme il fallait. Voilà ce que l'on peut dire sur cette opération Haies et Fibres. Merci beaucoup de nous avoir reçus. La coordination rurale, elle était en congrès national au Puy du Fou en fin de semaine dernière, 29e édition de ce rendez-vous annuel qui regroupe l'ensemble des élus de cet autre syndicat agricole. La coordination rurale fête ses 30 ans cette année. Au centre des discussions, l'inflation. Les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ou qu'on va continuer à aborder sont ceux de l'inflation, ceux qui touchent autant les agriculteurs que les consommateurs, mais avec un problème d'équilibre de budget pour les agriculteurs comme pour les consommateurs. Donc on voit très bien que nous faisons partie des maillons faibles et pour nous il convient de se tourner vers l'agroalimentaire, vers tous ceux qui nous achètent nos produits pour justement retrouver la valeur, la juste valeur de nos produits et qui couvre nos coûts de production. On va ouvrir notre page sport maintenant avant de retrouver le journal des sports dans quelques minutes. Quelques images de foot pour commencer. Regardez, c'est le deuxième tour de la Coupe de France féminine. C'était ce week-end en Vendée. Un La Roche-Montauban qui se solde par la défaite et donc l'élimination de La Roche ESO face aux Montalbanaises sur le score de 2-1. On a plutôt bien entamé le match, on ouvre le score et puis de manière un peu incompréhensible on a reculé derrière et on a manqué énormément de maîtrise sur cette première mi-temps, ce qui fait qu'on donnait souvent le ballon à l'adversaire. Elles égalisent on va dire logiquement par rapport au contenu. Maintenant sur la deuxième, je pense qu'on est mieux, on passe plus de temps dans leur camp. On touche une nouvelle fois 3 fois les montants, donc bon, un peu de manque de réussite, mais je pense surtout de justesse. Un petit peu de boxe aussi avec les deux frères Gros, Enzo et Hugo, de boxe 85 qui se sont qualifiés dimanche, donc hier, pour leur finale respective du championnat de France de boxe. Ce sera samedi prochain à Asnières. Ils poursuivent leur parcours vers leur rêve, à savoir les JO de Paris en 2024. Du handball également avec un match Pouzauges-Savigny, un petit peu impacté, dirons-nous, par la Coupe du Monde de foot à la télé au même moment. 12e journée de National 1 masculine, match haché entre les deux derniers du classement qui voulaient évidemment sortir de la zone de relégation. Score 29-24 à la faveur de Pouzauges. Et puis difficile de ne pas terminer ce journal sans évoquer du cyclisme avec cette annonce en milieu de week-end. L'ancien coureur cycliste des Essarts, Walter Beneteau, est mort à 50 ans. Son corps a été retrouvé dans un hôtel de Bali. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connus. Walter Beneteau avait notamment longtemps couru dans la formation de Jean-René Bernaudot. Voilà pour l'actualité du jour. On va regarder les températures, les prévisions météo détaillées de ce lundi matin. Et il fait frais, vous avez peut-être constaté par vous-même en ouvrant les volets et les fenêtres, -2 dans les terres, -1 sur le littoral. C'est donc vraiment l'hiver qui commence à s'installer. Voilà pour le journal de ce lundi matin. Nous allons maintenant retrouver Alexandre Le Naour pour faire le point sur ce dernier journal des sports de l'année de la matinale. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Je suis déçue, vous n'avez pas le chapeau du Père Noël. Non, j'aurais presque... Pour la dernière, ça aurait été sympa. J'aurais pu ramener le pull aussi. Ah oui, le pull. Non, ça c'est jeudi à TV Vendée. Jeudi. Ne spoilez pas les informations. Un journal des sports encore un petit peu chargé, je suppose. Et oui, chargé avant la trêve, on voulait vous faire plaisir avec y a du foot, du hand, du basket, du hockey et puis aussi de la boxe, vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure. Alors nous, on va commencer avec du foot et la Coupe de France féminine. Coupe de France féminine, oui, c'était le deuxième tour et c'en est fini pour La Roche. Et oui, il y avait les quarts de finale au Qatar ce week-end, c'était la Coupe du Monde. Moi, je vous propose d'aller à Saint-André-d'Ornay. C'était le deuxième tour. Bon, on a déjà le résultat, vous l'avez dit Caroline, mais c'était face à Montauban en D2 féminine pour ce deuxième tour. Et un début de match qui avait été pourtant ouvert avec Charlotte Fetty qui trouve le poteau sur cette première action. Les Ornésiennes qui vont bien entamer avec ce premier but à la 5e minute. Eline Moreau ouvre la marque, plusieurs occasions ensuite pour Montauban qui se montre dangereux et va revenir sur ce coup franc à plus de 40 mètres, sublime égalisation par Léa Gauthier à la 12e minute. 35e, la barre transversale trouvée par les Vendéennes, manque de réussite donc, mais avant la pause, les Ornésiennes vont concéder un pénalty pour une main dans la surface.
le tir vient heurter le montant, on en reste donc là un partout. À la mi-temps, en seconde période, les Lyonnaises vont se créer les meilleures occasions. Et puis c'est ensuite au tour des Montalbanaises de se montrer les plus dangereuses. Et dans le temps additionnel, c'est Océane Ringenbach qui vient crucifier les Ornésiennes sur cette frappe à ras de terre. Fin de parcours donc en Coupe de France pour la Roche-ESO qui s'incline 2-1. Je vous propose d'écouter la réaction du coach des Ornésiennes, Fabrice Bouillet, avec Thibaut Grasset. On a plutôt bien entamé le match, on ouvre le score et puis de manière un peu incompréhensible on a reculé derrière, on a manqué énormément de maîtrise sur cette première mi-temps. Elles égalisent on va dire logiquement par rapport au contenu. Maintenant sur la deuxième, je pense qu'on est mieux, on passe plus de temps dans leur camp, mais on manque une nouvelle fois de justesse dans les derniers gestes. Alors on se met une petite pression supplémentaire là où habituellement on est plus efficace parce que dans le cœur du jeu, autrement c'est plutôt intéressant sur les dernières semaines. Maintenant voilà, la coupure va faire du bien à tout le monde. On va rester dans l'actualité féminine sportive en parlant de basket cette fois-ci avec 6e journée donc de basket Montpellier-RVBC. On reste avec des Lyonnaises, cette fois en basket, vous l'avez dit, déplacement dans l'Hérault hier après-midi pour le RVBC en quête d'une 3e victoire consécutive en LFB. Une rencontre sans Tima Pouille, laissée au repos, blessée lors du match de la semaine passée en Eurocup. Un début de match assez équilibré, mais les Tigresses se font distancer en fin de premier quart. 19-15 au tableau d'affichage pour les Montpelliéraines. C'est ensuite que l'écart entre les deux équipe va véritablement se creuser. Les Lyonnaises subissent et rentrent au vestiaire déjà largement distancées, plus 15 pour les Héraultaises qui mènent 40-25. Même si le troisième quart-temps est lui beaucoup plus accroché, l'écart va tout de même encore s'agrandir. À 10 minutes du terme, les joueuses de Manu Body sont menées 41-60 et vont sombrer en fin de match. Seulement 6 petits points inscrits pour les Vendéennes dans le dernier quart-temps pour 23 encaissés, ça fait beaucoup et l'addition au final est très salée. Défaite 83-47, troisième défaite de la saison en championnat. Il faudra vite se reprendre. Prochain match dans 2 jours aux Oudéry pour le dernier match en Eurocup dans cette phase de poule et les Tigresses devront s'imposer face à Villeneuve-d'Ascq. Match programmé à 20h à suivre sur les réseaux sociaux de TV Vendée, Caroline. C'est toujours une épopée quand vous racontez des matchs, des rencontres. C'est toujours hyper intéressant. Du handball à présent. Alors on va voir si vous faites aussi bien. C'est de la Nationale 1 masculine. 12e journée, Pouzauges recevait Savigny. J'ai la pression, il faut que je fasse aussi. Complètement. Malheur aux perdants, en tout cas samedi soir, salle de l'Étoile. Pouzauges, avant-dernier, affrontait Savigny, lanterne rouge. Match à ne pas perdre, donc dans l'optique du maintien. Vous l'aurez compris, une entrée en matière un peu timorée pour les joueurs de Steve Berger. Les Pouzaugés en noir vont progressivement se libérer dans ce match à la 24e. Les Vendéens creusent l'écart, plus 5, un écart maintenu jusqu'au retour au vestiaire. Le gardien tunisien d'ailleurs du PVHB, Skander Slim, on le voit ici, bien utile dans cette avance avec ses 13 arrêts tout de même en première mi-temps. Et Pouzauges mène 14-9 à la pause. Et puis une deuxième mi-temps sous tension, vous allez le voir, ça s'impatiente sur les bancs, de nombreux accrochages aussi sur les terrains. Une seconde période hachée avec beaucoup d'agressivité qui va plutôt bénéficier à Pouzauges. 22-14 à l'entame du dernier quart d'heure. Pouzauges qui a mené dans ce match depuis la 9e minute tient bon, victoire 29-24, un match accroché, je vous le disais, tout de même 14 exclusions de 2 minutes dans ce match et un carton rouge, ce n'est pas rien. Alors on dit souvent que l'important c'est les 3 points. Au micro d'Alain Charrier, Steve Berger était lui aussi du même avis. On avait dit que quelle que soit la manière, la seule chose qui était primordiale et la plus importante ce soir, c'était de prendre les 3 points. On a pris les 3 points, après c'était pas le plus beau match de la saison, très, très haché, surtout en deuxième période. Mais bon, on mène tout le match, donc je pense que la victoire elle est méritée. Même si c'est pas le meilleur match, l'important était de prendre les 3 points en prévision de la suite du championnat. Il faut savourer ce soir. J'avais parlé de 2 matchs qui étaient un virage pour la suite de la saison. On a entamé le virage, maintenant on est au milieu du virage, il faut le terminer, il faut le terminer à Rennes. Si on parvenait à gagner à Rennes, on se mettrait dans une position où le maintien, deuxième partie de saison, on l'aurait devant nous et ça paraîtrait jouable et abordable. Et on va retraverser la Vendée. Maintenant, Alexandre, on va quitter Pouzauges pour partir du côté des Sables d'Olonne et on va parler de boxe. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faisait froid en Vendée ce matin et quand on a froid, on enfile les gants. Moi, je vous propose de partir. Mais quel enchaînement, quel enchaînement! Pierre de Coubertin au Sables d'Olonne où quelques 170 boxeurs étaient attendus ce week-end. Quart de finale samedi, puis les demi-finales dimanche. 3 rounds par combat et un objectif, décrocher une place pour la grande finale des championnats de France qui se dérouleront samedi dans 5 jours à Asnières-sur-Seine. Et nous avons suivi hier après-midi les combats des frères Gros, on le voit ici
ici à l'image Enzo d'abord en moins de 63,5 kg, déjà double champion de France, l'aîné de la fratrie s'est défait du Toulousain Antan Badri, et puis Hugo ensuite le cadet âgé de 21 ans, également champion de France, c'était pour lui en 2021, on va le voir dans quelques secondes à l'image, lui aussi sera bien dans les Hauts-de-Seine le week-end prochain après son succès en moins de 71 kg face au Rouennais Ismaël Gbodialo, les deux frères grands espoirs de la boxe qui visent tous les deux les JO évidemment de Paris 2024. Et justement, je vous propose de retrouver celui que l'on voit actuellement sur le ring, Hugo Gros au micro d'Alain Charrier. Satisfait des beaux combats aujourd'hui, hier également, un bon quart, une bonne demi-finale où je me suis senti bien physiquement ou techniquement, rien de particulier, une petite baisse là aujourd'hui dans la fin du deuxième round, mais dans l'ensemble un combat où je suis satisfait de ma performance et soutenu par le public, donc ça fait plaisir. Prochaine étape la semaine prochaine, finale des championnats de France. Je rencontre un homologue de l'équipe de France, donc ça présage un beau combat. Si tout se passe bien, par la suite il y a un tournoi de présélection olympique qui se fait en France, donc en Ile-de-France, et celui qui engrange le plus de victoires partira sur le premier tournoi qualificatif pour les Jeux de Paris 2024. Alors, je suis quand même très tentée de filer la métaphore et de dire qu'on va continuer à porter des gants, là. On va parler de hockey sur... Bah oui, il fallait quand même la transition. Hockey sur glace de la D3 avec 12e journée, La Roche-sur-Yon-Anglette. Bon, des gants et des patins à glace, alors bien oui, sûr. Bah oui, forcément. On parle du hockey sur glace samedi soir à la patinoire Arago, eh bien, le hockey sur glace lyonnais avait rendez-vous pour un duel de haut de tableau face à l'équipe réserve d'Anglette. Le Hogli d'ailleurs toujours invaincu qui recevait son dauphin, et les joueurs de Juraj Oselka vont ouvrir le score dans ce match à la 12e par Valentin Jacques, qui vont faire le break à la 20e 2-0 après une réalisation de Jonathan Manon, puis 3 ariens à peine quelques secondes plus tard. Et puis on le voit, début de deuxième période, Tony Truant, 21e et 22e minute, but coup sur coup de Andrew Donald et Jonathan Manon. Une fin de match ensuite tout en gestion où Anglette sauvera tout de même l'honneur. Victoire 7-1 des Lyonnais qui confortent un peu plus leur première place dans cette poule A de Détroit. Du plaisir, du positif pour la suite. Je vous propose d'écouter Juraj Oselka, le coach du Hogli. Il répondait aux questions de Thibaut Grasset. On apprend ce match avec plaisir parce que c'était deux premières équipes de la poule qui se sont affrontées. Donc voilà, c'était un match, même si le score il est sévère, mais c'était un bon match et je pense qu'on a pris plaisir de jouer le match comme ça. C'est très positif, oui. Si les gars ils jouent comme il faut, s'ils sont bien appliqués dans tout ce qu'on se dit, je pense qu'on peut faire un bon parcours cette année. Notre but, de toute façon, il est affiché. On veut aller jouer en D2, donc ça va être pas facile, mais nous, on est prêts et on y va. C'est tout pour aujourd'hui, Alexandre ? C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, puisqu'on se retrouve pas tout de suite. Oui, alors bah oui, c'est ça. Donc c'est qu'on a commencé à en parler effectivement depuis le début de la matinale. On va marquer une petite trêve. Donc le prochain journal des sports, on va vous retrouver le 9 janvier, c'est ça ? C'est ça. Après la trêve. Oui. Avant, il y a toujours du sport sur TV Vendée. À commencer dès ce soir. À commencer dès ce soir avec Aurélien Huard dans 85 chrono qui recevra l'équipe de La Roche ESO. On l'a vu malheureusement défaite ce week-end en Coupe de France. Donc on parle foot féminin ce soir sur 85 chrono. Merci Alexandre d'être venu sur le plateau de la matinale. Quant à nous, comme il nous reste un petit peu de temps, eh bien, je vous propose de jeter un œil à l'extrait du jour. C'est un extrait des Passionnés, puisqu'on a retrouvé Roger Blanchet aux côtés de Grégoire de Châtillon. Il est passionné de théâtre et c'est le fondateur des Comédiens Chaplet. C'est donc le sujet des Passionnés du jour. On regarde. Et ce déclic que vous avez eu pour le théâtre, il est arrivé comment ? Tout simplement grâce à deux hommes. Mon père d'abord, puisque mon père avait commencé à faire du théâtre après la guerre, vous savez, c'était les patronages et tout ça, donc mon père avait toujours fait du théâtre, bon alors forcément j'y allais et tout ça, et puis après plus tard dans les années 67-68, le prêtre de la paroisse qui était arrivé et qui avait mis en scène déjà dans le Nord Vendée, dans plusieurs paroisses, des grands spectacles, et qui m'a vraiment permis de m'épanouir et qui m'a appris la mise en scène. Nous sommes dans cette salle bien connue des Comédiens Chaplet, un troupe que vous avez fondé. Oui, en 78. En 78. Oui. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes dans un décor, celui du journal d'Anne Frank. Absolument. Que vous jouez en ce moment. En ce moment, oui. C'est la combienième pièce que vous mettez en scène d'ailleurs ? Ça fait... Vous les comptez ? Oui, enfin disons à la Chapelle à Char, on est à peu près... On est à plus de 50 spectacles aujourd'hui, certainement. Mais depuis 78, au minimum, on a toujours fait un spectacle par an. Et on est ici depuis 1987, dans cette salle, qui est une salle polyvalente, et qu'on aménage en salle de spectacle.
La passion qui vous anime pour le théâtre, elle se fait sur toutes ces parties-là, le jeu d'acteur, la mise en scène et l'écriture. Tout à fait. Et l'intégrale de ce numéro des passionnés qui vous parle de théâtre, c'est à retrouver au fil de la journée sur l'antenne, mais également à la demande sur nos différentes plateformes. On va passer au jeu sur le temps qu'il nous reste avec cette question. À quel endroit exactement va ouvrir le potager extraordinaire, le nouveau même potager extraordinaire? Vous avez 5 jours pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, nous ne sommes plus aux Achards, évidemment, sinon ce serait trop simple. Et on cherche un endroit précis, bien plus qu'une commune. À la clé, c'est le coffret de Noël de la Savonnerie des Collines, qui est un très beau cadeau qui vous arrivera des épaisses, qui sera envoyé au gagnant de la semaine. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.